Donc exercice 1 de la série. Donc vous avez différentes actions, les 8 actions. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Normalement oui. Donc vous avez les différentes actions. Donc ici, classifier les différentes actions suivant les critères. Donc cet exercice, c'est pour bien réviser les besoins de sécurité, pour bien comprendre les besoins de sécurité, les revoir. Confidentialité, intégrité, disponibilité, contrôle d'accès, répudiation et authentification. Donc vous allez me dire pour chaque action, c'est quoi le besoin qu'il faut utiliser pour ne pas faire cette action. Par exemple, le premier, A supprime involontairement un document numérique non sauvegardé. Donc ça peut être un pirate. Donc puisqu'on dit involontairement ici, ça peut être un employé de l'entreprise. D'accord? Donc il supprime involontairement un document numérique non sauvegardé. Donc ici, c'est quel besoin? Là, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour ne pas avoir ce problème-là? Intégrité. Donc intégrité, me dit Sonia. Donc intégrité, le besoin intégrité, c'est-à-dire à toute modification faite soit d'une manière involontaire ou bien volontaire ou bien accidentelle. Accidentelle, c'est-à-dire involontaire. D'accord? Donc ici, intégrité. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Est-ce que c'est l'intégrité? Je vais voir ici. Bessaï aussi me dit c'est une intégrité. Donc parce que vous avez il y a une modification. Il y a un besoin qui est il y a un autre besoin qui doit être ici apparaître à part l'intégrité. Parce que qu'est-ce que ça veut dire une intégrité? Une intégrité, ça veut dire, parce que vous ne connaissez pas l'outil, c'est pour ça, c'est pas toute modification qui nécessite de vérifier l'intégrité. Je vais expliquer ça dans les actions suivantes. L'intégrité, quand est-ce qu'on assure ou bien on vérifie l'intégrité? Lorsque la donnée ne doit pas être une donnée, on ne peut pas modifier une donnée, supprimer. Et comment on va le vérifier? C'est en utilisant un algorithme cryptographique. Par exemple, le hachage. Vous connaissez l'algorithme de même si vous ne connaissez pas. Donc, je vais utiliser un algorithme qui va me donner une sortie donnée. Je vais sauvegarder la sortie. D'accord? Le hachage. Ou bien le résultat de cette fonction qui permet de vérifier l'intégrité. Donc, j'ai une entrée. Je vais appliquer une fonction. Je vais avoir une sortie. Après, à un certain moment, je vais vérifier la même entrée que j'ai. Je vais appliquer la même fonction et je vérifie est-ce que les sorties sont identiques. S'ils ne sont pas identiques, je vais dire que la donnée a été modifiée. D'accord? Est-ce qu'ici, si j'ai un document donné dans un serveur ou bien dans mon PC, est-ce que le fait de le supprimer, ça veut dire que est-ce que chaque fois que vous supprimez un document, même s'il est important,
vous allez voir est-ce qu'il est supprimé ou pas. Est-ce que l'intégrité a été touchée ou pas. Normalement, non. C'est vrai, ici, il y a un problème d'intégrité que je peux le vérifier. Je peux vérifier est-ce que c'est un problème d'intégrité ou pas. D'accord? Je peux avoir mes données, toutes mes données, appliquer une fonction. Après un certain moment, je vérifie est-ce que la sortie après l'application de cette fonction sont les mêmes ou pas. Les sorties sont les mêmes. Si ne sont pas les mêmes, ça veut dire qu'il y a une modification, il y a une suppression des données, un rajout. D'accord? Donc ici, c'est un document qui est nécessaire, qui est important, que j'arrive pas à trouver. Est-ce que ça va être une confidentialité? Bon, vous pouvez dire que ça sera une intégrité ici parce qu'il y a une modification. Mais c'est pas toujours on vérifie pour ce cas-là l'intégrité, d'accord? Je voulais juste vous montrer que l'intégrité, c'est pas un besoin que je vais le vérifier pour n'importe quelle modification. D'accord? Il y a quoi aussi le plus important ici? C'est le besoin que je vais mettre en premier lieu ici. Est-ce que ça va être la confidentialité? Ça ne peut pas être confidentialité parce que quelqu'un a, d'ailleurs, c'est involontaire qu'il a supprimé. En plus, il peut être supprimé sans voir ce qu'il y a dans le fichier. D'accord? Donc, je ne peux pas dire que ça sera une confidentialité. Voilà. C'est la disponibilité surtout. Parce que le fichier n'est plus disponible. Le fichier ici n'est plus disponible. Un fichier qui est important, il n'est pas disponible. C'est le besoin. Il a été disponibilité. C'est le besoin le plus... Donc, comment assurer la disponibilité dans ce cas? Donc, puisque c'est un fichier qui est important et tout, donc, assurer la disponibilité, d'abord, en premier lieu, c'est un contrôle d'accès. C'est pas n'importe qui. Bon, puisque c'est involontaire, donc, un contrôle d'accès, c'est pas n'importe qui peut supprimer un document. Donc, peut-être, je permets aux utilisateurs de lire un fichier, de modifier, bon, mais supprimer. Donc, puisque c'est involontaire, je vais dire, il faut assurer la disponibilité. Par exemple, qui peut me dire comment je peux assurer la disponibilité dans ce cas-là? C'est-à-dire comment être sûr que un fichier qui est important doit être disponible. Qui peut me dire? On avait parlé de ça l'autre fois. Assurer la disponibilité ici. C'est sauvegarder. La sauvegarde. Oui, c'est ça. Donc sauvegarder. Donc il y a plusieurs solutions. Donc dupliquer, utiliser d'autres serveurs, d'accord? Dans une autre localisation aussi. Donc ça c'est pour le premier point. Donc j'ai donné ce point-là exprès pour, il faut pas, pour voir. Donc il y a une modification, mais c'est pas vraiment l'intégrité. Donc deuxième action, A obtient la liste des cartes bancaires des clients d'une banque. Un utilisateur qui obtient la liste des cartes bancaires des clients d'une banque donnée. Ça va être quel besoin ici? Je vais voir les réponses. Contrôle d'accès et confidentialité. Confidentialité, contrôle d'accès, répudiation.
Bon, contrôle d'accès, contrôle d'entrée, contrôle d'accès, répudiation, confidentialité. Et il y a ceux qui m'ont dit confidentialité, les trois confidentialités. Donc, bon, ça c'est autre chose. Bon, tout à l'heure, j'ai donné je sais pas ce que j'ai envoyé comme... j'ai pas envoyé la même chose. Normalement, c'est ce que je vous ai envoyé, mais ce que j'ai ici, parce que j'ai un petit peu changé, bon, c'est ce que j'ai envoyé. Donc, A copie un fichier de B. Oui, c'est ce que j'ai envoyé comme... donc, A copie un fichier de B. J'ai changé avec supprimer involontairement. Sinon, copier, c'est un contrôle d'accès ici. D'accord? Contrôle d'accès, ça ne peut pas être une confidentialité parce qu'il peut seulement copier et ne pas voir ce qu'il y a dans le fichier. Effacer. Donc, effacer, ça va être le problème que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire supprimer un fichier, supprimer involontairement ou volontairement un fichier, c'est la disponibilité. D'accord, je reviens au fichier que j'ai ici. Bon. A obtient la liste des cartes bancaires des clients d'une banque. Donc ici, est-ce que ça va être la confidentialité? Bon, ici, normalement, le besoin, ce que vous m'avez... c'est vrai, ça va être une confidentialité, mais ça va être plus... c'est un fichier confidentiel, que c'est pas n'importe qui peut accéder. Mais ça va être un contrôle d'accès. Contrôler l'accès, soit par un mot de passe, la biométrie, d'accord. On va contrôler l'accès à cette liste-là. Est-ce que le document, ça va être, parce qu'il y a ces deux besoins qui sont différents, qui sont indépendants. D'accord. Et ils sont complémentaires. Donc, pour renforcer la sécurité, je peux utiliser les deux. Parce que contrôler l'accès, c'est-à-dire je peux accéder avec un mot de passe au fichier. Donc, si je renforce la sécurité, le fichier va être chiffré ou pas. Il peut être chiffré ou pas. D'accord. J'accède avec un mot de passe. Je peux voir le fichier, soit chiffré ou pas. Donc, s'il est chiffré, je vais taper un deuxième mot de passe pour le déchiffrer et voir le clair. D'accord. Donc, le contrôle d'accès et la confidentialité. Ça peut être seulement le contrôle d'accès si le fichier n'est pas chiffré. Si le fichier est chiffré, d'habitude, ces informations, bon, ça c'est des cartes bancaires, mais les mots de passe en général, on ne les chiffre pas. D'accord. Parce que si j'arrive à trouver la clé de déchiffrement, je pourrais déchiffrer tous les mots de passe. D'accord. Généralement, les mots de passe, on utilise un algorithme de hachage. Parce que même si je retrouve la liste des mots de passe, je ne peux rien faire. D'accord. Je peux vous dire pourquoi. Parce que c'est plus sécurisé. Les mots de passe, dans un serveur donné, les mots de passe. Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça. Donc, mot de passe 1. Donc, mot de passe 1. Donc, dans une table donnée, donc, on va sauvegarder le hachage du mot de passe. On utilise une fonction de hachage, vous lui donnez une entrée, elle vous donne une sortie. D'accord. Le deuxième mot de passe, un autre mot de passe, le deuxième, vous appliquez la même fonction, elle vous donne un autre, bien sûr. Donc, parce que cette fonction, vous changez juste une lettre
seulement une lettre, ça va vous donner totalement, la sortie est totalement différente. D'accord? Un autre mot de passe. Donc, si je vais sauvegarder les mots de passe ici, les mots de passe qui sont chiffrés, si j'arrive à déchiffrer, à trouver la clé de déchiffrement, essayer avec une recherche exhaustive ou une méthode donnée, j'arrive à trouver la clé de déchiffrement. Je vais avoir toutes les clés possibles des clients. Mais en réalité, on ne sauvegarde pas le chiffrement, mais ça, c'est le hachage. Parce que le hachage, la fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique. C'est-à-dire, si je prends ici, c'est pas le mot de passe qu'on va sauvegarder, bien sûr. Ici, c'est l'utilisateur 1. Utilisateur 1, sinon, j'ai rien fait ici. L'utilisateur, c'est un nom d'utilisateur ou l'identifiant, d'accord? Donc, ici, à partir de ça, je peux pas, donc ça, j'ai créé ça, c'est le mot de passe que j'ai chiffré, que j'ai haché, d'accord? À partir de ce hachage, j'arrive jamais à avoir le mot de passe. Donc, comment votre administrateur vérifie est-ce que c'est, par exemple, dans votre boîte aux lettres ou bien dans les réseaux sociaux, comment il vérifie que c'est le bon mot de passe? Donc, vous tapez un mot de passe, elle va hacher, elle va appliquer une fonction de hachage et elle vérifie pour que vous puissiez accéder, elle va vérifier les deux. Donc, elle va vérifier ce qu'il y a sur sa table et ce que vous avez tapé. C'est pas exactement ce que vous avez tapé, mais un hachage de ce que vous avez tapé. Donc, s'ils sont égaux, ça veut dire que le mot de passe, les deux mots de passe, c'est le bon mot de passe. D'accord. Pourquoi j'ai expliqué tout ça? J'ai oublié l'essentiel. Donc, ça, c'est une fonctionnalité parmi les fonctions de l'intégrité. Pour vérifier, la fonction de hachage permet de vérifier l'intégrité, c'est-à-dire toute modification permet de sauvegarder les mots de passe. D'accord? Donc, A modifie la somme. Pourquoi j'ai expliqué ça? Parce que les comptes bancaires et tout, est-ce qu'ils sont chiffrés ou pas? La liste des cartes bancaires. Donc ici, on veut dire la liste des cartes bancaires, c'est-à-dire est-ce que c'est par exemple le numéro de carte de crédit, d'accord, ce qui sert pour faire des achats. Donc ils sont chiffrés. Donc si c'est les mots de passe, on utilise les fonctions de hachage. Donc ici, avant que ça soit chiffré, donc ça sera un contrôle d'accès. Donc maintenant, A modifie la somme, une autre action. A modifie la somme sur un compte bancaire d'un autre utilisateur de X dinars à Y dinars. Donc il y a sur le compte bancaire. Donc sur le compte bancaire de B, il y a X dinars. Donc l'utilisateur A modifié en Y dinars. Contrôle d'accès. Oui, Dahmani, c'est aussi un contrôle d'accès. Il ne faut pas que n'importe qui puisse accéder. D'accord? C'est un contrôle d'accès. Est-ce que ce fichier est chiffré ou pas? Donc, contrôle d'accès, ici, c'est le premier besoin à vérifier. Est-ce que le fichier est chiffré ou pas? Ça dépend. Donc ici, en général, ils ne sont pas chiffrés. Pourquoi? Parce que sur le compte bancaire, on peut modifier. Donc sur le compte bancaire, donc qu'est-ce que j'allais dire? Donc le compte bancaire, on peut modifier. Parce que le compte bancaire, ça diminue, ça augmente, ça diminue tout le temps. Est-ce que il va être toujours chiffré, déchiffré, chiffré, déchiffré? Ça dépend. En général, c'est pas le cas. D'accord?
mais ça peut être chiffré. Le premier besoin à vérifier ici, c'est le contrôle d'accès, puisque c'est seulement l'utilisateur ou bien l'employé correspondant qui peut accéder au compte bancaire. Donc, A nie avoir envoyé un bon de commande. A nie avoir envoyé, quatrième action. A, il a envoyé un bon de commande. Donc ici, c'est clair, c'est la non-répudiation qu'il faut assurer. Non-répudiation, c'est une technique aussi pour vérifier que celui qui a envoyé ne pourra pas nier par la suite d'avoir envoyé n'importe quel message. Donc si j'applique ce besoin-là, donc c'est-à-dire A ne peut pas nier, donc j'ai la preuve qu'il a déjà envoyé. Donc A empêche les utilisateurs autorisés d'accéder à l'information. A empêche les utilisateurs autorisés d'accéder à l'information. N'importe quelle méthode, n'importe quelle technique, il y a un utilisateur qui empêche les utilisateurs d'accéder à un fichier donné. Donc il va utiliser une méthode pour ne pas permettre, par exemple. Donc c'est quoi ici? C'est facile ici, c'est la disponibilité, très bien. Donc c'est-à-dire le fichier n'est plus disponible aux utilisateurs. Donc il faut assurer la disponibilité du fichier. Ici. Sixième action, l'utilisateur A arrive à s'introduire sur les comptes bancaires et dérobe de l'argent. Donc ici, on a déjà parlé ici, oui, c'est un contrôle d'accès. Donc parce que c'est pas la même chose que tout bon, c'est presque la même chose que tout à l'heure, parce que ici, la différence c'est que ici il a changé, il a modifié le compte bancaire. D'accord. Ici seulement il va dérober de l'argent. Bon, c'est à peu près la même chose. Contrôle d'accès. Vous pouvez rajouter la confidentialité si vous voulez. A n'est pas sûr de l'origine du message envoyé. Donc un utilisateur a reçu un message, il n'est pas sûr de l'émetteur du message. Bon, qu'est-ce que vous allez vérifier ici pour que vous soyez sûr de l'identité de ce que celui qui a envoyé? Très bien, c'est l'authentification. Donc vérifier l'authentification. Authentification, c'est-à-dire c'est un outil qui permet d'envoyer avec le message une signature numérique. D'accord, c'est ça le principe, authentification. Donc il faut faire la différence entre contrôle d'accès et authentification. Donc authentification, c'est-à-dire c'est le même principe que les signatures manuscrites. D'accord, c'est une signature. On va voir par la suite les signatures numériques qui permettent de vérifier l'identité. Donc A envoie trop de requêtes pour saturer le serveur. A envoie trop de requêtes pour saturer le serveur. On avait aussi parlé de ce type d'attaque. Donc un utilisateur, un attaquant envoie trop de requêtes pour que le serveur ne soit plus disponible. Bon, j'ai répondu ici. Ça va être... C'est pas la confidentialité ici, c'est pas... D'accord, ça va être la disponibilité aussi. D'accord, puisque le serveur n'est plus disponible. Finalement, j'ai mis beaucoup d'actions sur la disponibilité. Le serveur n'est plus disponible, donc ça c'est une attaque déni de service, l'attaque DOS. La même chose ici, ça peut être une attaque DOS pour ne pas accéder à un fichier, à un réseau. Ici, la disponibilité, c'est pas une attaque DOS, mais c'est
une suppression de document. D'accord. Donc, exercice 2. Donc, si vous n'avez pas de questions sur l'exercice 1, donc l'exercice 1, bon, pour l'exercice 1, c'est pour réviser les besoins, les différents besoins, faire la différence entre eux. D'accord. Sinon, ici, c'est selon ce qu'on veut dans notre entreprise, dans chaque, comment dirais-je, dans chaque cas de figure, je vais voir quel besoin je vais avoir. Par exemple, d'une entreprise à une autre, peut-être je ne vais pas vérifier les mêmes besoins. D'accord. D'une banque à une autre, je ne vais pas vérifier. Bon, pour les banques, ça va être toujours, il faut avoir une très bonne sécurité parce que dérober de l'argent, donc il faut avoir de la sécurité. Pour les entreprises, ça diffère d'une entreprise à une autre. D'accord. Donc, pour l'exercice 2, on a plusieurs attaques. Donc là, c'est les attaques en une attaque passive, en des attaques passives et attaques actives. Donc, pour chaque attaque, vous dites, je vais expliquer un peu les attaques ici. Il y a ceux qui j'ai expliqué, et les autres non. Donc, vous dites, est-ce que c'est une attaque passive ou active? Donc, on a donné la différence entre les deux. Donc, attaque passive, qui peut me dire c'est quoi la différence entre les deux? Passive et active. Ah oui, c'est ça. Donc, active, c'est-à-dire, modifier les données. Donc, c'est pas seulement les données. Donc, active, d'après le nom. Donc, il y a une modification, soit dans le réseau, dans le système, dans l'information, dans une modification. Par exemple, votre PC est un peu lourd. Donc, d'habitude, vous utilisez rapidement les applications. Par exemple, à un moment donné, il devient lourd, vous n'arrivez pas à ouvrir une application, vous allez vous dire qu'il y a un virus, une possibilité d'attaque. D'accord, d'accord. Il y a une attaque donnée. Donc, lorsque vous sentez que votre PC est un peu lent, là il est lent par rapport au jour précédent, donc donc ça veut dire qu'il y a un changement donné. Donc ici c'est une attaque active, les virus. D'accord. Il y a une modification. Donc lorsque vous n'allez pas sentir la différence, ça veut dire que c'est une attaque. Il n'y a pas une modification dans le comportement du système. Ça veut dire que c'est une attaque passive. Donc je crois que j'ai ici un tableau comparatif entre active et passive. Une petite comparaison entre les deux attaques. Donc, une attaque active, elle tente de modifier les ressources du système ou d'affecter leur fonctionnement. Ressources, la bande passante, par exemple. Passive, elle tente de lire ou d'utiliser les informations, mais n'influence pas les ressources du système. Elle se contente seulement d'écouter le système, ou là d'utiliser des informations, d'accord, d'écouter ou d'utiliser, ou bien d'utiliser des informations. L'attaque active peut causer des dommages au système. L'attaque passive ne provoque aucun mal. Il y a une modification de l'information dans l'attaque active, il n'y a pas dans l'attaque passive. Donc ça veut dire que l'attaque active menace l'intégrité et la disponibilité, d'accord. Et l'attaque passive, elle menace la confidentialité. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, l'attaque passive? Elle va lire, par exemple, les paquets qui circulent sur le réseau. D'accord? Ou bien utiliser les informations qui circulent, les informations qui circulent en clair sur le réseau. Donc, c'est-à-dire, elle menace à la confidentialité. La tâche effectuée par l'attaquant dans l'actif, donc la transmission est capturée en contrôlant physiquement la partie d'un lien. J'ai oublié ce que j'ai mis ici. Dans l'attaque passive, elle permet d'observer seulement. Bon, j'ai oublié pourquoi j'ai mis ça ici. Donc, normalement, vous avez compris c'est quoi la différence entre les deux. Si je reviens à l'exercice 2,
je commence par l'attaque sniping. Donc sniping ou bien renifleur de paquets. D'accord. Donc je ne sais pas si j'ai expliqué, c'est un outil donc, qui sert à récupérer l'ensemble des données qui transitent par le réseau. Donc c'est un outil, vous pouvez télécharger un sniping, un renifleur, d'accord. Vous pouvez télécharger, vous pouvez essayer sur votre machine. Donc vous pouvez voir les données qui circulent, d'accord. Les données qui circulent les données soit sortant de votre PC ou bien entrant, d'accord. Pourquoi on utilise comment on utilise un sniping? Le sniping, cette attaque ou bien l'outil sniper. Donc on peut l'utiliser, donc je peux vous donner même un logiciel parmi les logiciels qui existent, vous pouvez le télécharger et l'essayer. Wireshark, un exemple. Cet outil est utilisé par les administrateurs réseau. Donc pourquoi il est utilisé par un administrateur réseau? C'est pour tester les protocoles réseau. D'accord. Tester les informations tester les informations qui circulent sur le réseau. Donc si les informations sont chiffrées, donc je peux voir l'information qui est chiffrée. Mais si des fois les informations ne sont pas chiffrées. D'accord. Donc si les informations ne sont pas chiffrées, par exemple, si j'intercepte les paquets qui sont utilisés lorsqu'on utilise les protocoles Telnet ou FTP qui ne chiffrent pas, d'accord. Donc dans ces protocoles HTTP, donc les données ne sont pas chiffrées. Dans ce cas-là, je peux, par exemple, c'est quoi le but d'un sniper? C'est d'écouter de surveiller le trafic dans le but de trouver les mots de passe, les numéros de carte de crédit, d'accord, les informations sensibles qu'on peut utiliser par la suite. Donc sniping, vous avez un ordinateur ici, vous avez le internet. Il y a des informations qui circulent, bien sûr, des informations sensibles, donc des clés de chiffrement, des numéros de carte de crédit. Il y a un attaquant. Bon, le sniping peut être utilisé je répète, par un administrateur réseau pour tester les protocoles, c'est-à-dire voir les informations qui sortent, qui rentrent, surtout qui sortent. Est-ce qu'elles sont chiffrées et il peut être aussi utilisé par un pirate pour intercepter les données importantes. Donc ça c'est un exemple. Je vous ai donc c'est l'outil Wireshark, vous pouvez l'installer et l'utiliser. Donc c'est un exemple. Regardez ici, c'est le flux. On essaie de regarder, ça c'est le flux, il y a les paquets qui passent, source, destination, donc le protocole utilisé. Donc je peux regarder le protocole, regardez ici le protocole HTTP, est-ce que vous arrivez à voir? Donc par exemple ici, donc ça c'est le temps, d'accord. Utilisant le protocole HTTP, je sais que le protocole HTTP ne chiffre pas les données, il les envoie en clair. D'accord. Donc si je regarde ici, je vais regarder ici. Donc j'ai utilisé une application donnée qui a utilisé le protocole HTTP pour on a entré le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc regardez ici, donc le mot de passe, donc admin,
et le nom d'utilisateur c'était admin et le mot de passe MDP. D'accord, il est tout en clair parce qu'on a utilisé le protocole HTTP. Donc, Wild Shell ici, donc voilà le nom du logiciel. Le snifing, c'est un sniper, c'est un renifleur de paquets. Vous voyez comment le mot de passe il est ici en clair. Donc si je vais regarder ici, toujours le même outil. Donc je vais regarder, j'ai pas utilisé le protocole HTTP, mais le protocole SSL, donc HTTPS, qui utilise donc soit SSL ou bien ici TLS. C'est un protocole qui permet de chiffrer tout ce qui va passer. Regardez ici, l'information transmise, donc l'information transmise est chiffrée. Vous voyez ici que toute information qui passe par le réseau est chiffrée. C'est pour ça on vous demande c'est pour ça c'est pas intéressant de taper son mot de passe dans un cybercafé ou dans un PC d'un autre utilisateur, parce que vous savez pas est-ce qu'il a installé un sniper et tout. Donc s'il a installé un sniper, donc il peut intercepter les mots de passe. D'accord. La solution à ce problème-là, donc il faut utiliser un protocole sécurisé, par exemple HTTPS. Il faut utiliser HTTPS. Ou bien il y a des sites qui n'utilisent pas HTTPS. D'accord. Donc si entre parenthèses, lorsque vous utilisez HTTPS, ça ne veut pas dire que c'est une sécurité à 100%, mais c'est mieux que d'envoyer par exemple ici, les mots de passe en clair. Donc le fait soit utiliser HTTPS ou bien VPN, bien un proxy SSH, donc qui permet de chiffrer tout le trafic. D'accord. Donc lorsque vous utilisez lorsque vous utilisez VPN, donc ça chiffre tout le trafic, même pour les sites qui n'utilisent pas, qui ne sont pas en HTTPS. D'accord. Lorsque vous utilisez VPN. Donc vous pouvez voir sur le net, il y a beaucoup de vidéos qui permettent de vous montrer comment configurer un VPN, d'accord, ou bien le protocole, le proxy SSH. Donc ici le but c'est de vous montrer les attaques. Donc montrer les attaques il faut connaître l'attaque pour mieux se défendre. Donc je reviens. Donc ici le sniping. Est-ce que c'est une attaque passive ou attaque active, pardon. Donc ici, oui. Donc ici, passive, tout le monde a répondu passive. Donc ici, c'est clair parce que l'attaquant, le pirate, qu'est-ce qu'il fait le pirate? Il est en train d'écouter le réseau. D'accord, de voir les informations. Il a installé un réseau, donc cet outil ou bien tout un autre outil, donc qui permet de voir tout le trafic qui passe par le réseau. D'accord. Il est en train d'écouter, c'est une attaque donc ici passive. Usurpation d'identité ou bien spoofing d'identité. Bon, ici je vais considérer ça, c'est comme si une seule attaque, donc parce que j'ai mis l'attaque usurpation d'identité ou bien usurpation d'adresse IP. Donc il y a deux attaques. Mais l'usurpation d'identité, ça peut être une usurpation d'adresse IP. C'est un cas particulier de l'usurpation d'identité. Parce que usurper une identité, ça peut être usurper l'adresse IP ou bien usurper le compte, votre identité, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire usurpation d'identité? Ou bien spoofing IP. Donc, usurper une identité, c'est
c'est quoi? Donc les réponses. Est-ce que c'est une attaque passive ou active? C'est quoi? Donc, bon, je vais pas... Bon, je vais aller directement vers l'usurpation d'adresse IP. Donc, c'est quoi usurper une adresse IP ou bien voler? C'est envoyer des paquets IP en utilisant une adresse qui n'a pas été attribuée à mon PC. D'accord? Je vais utiliser une autre adresse, ou là, envoyer des paquets en utilisant une autre adresse qui ne m'est pas attribuée. D'accord? Donc peut-être vous voulez voir comment ça peut y arriver. Bon, c'est quoi d'abord? Donc soit c'est envoyer, c'est utiliser une adresse IP usurpée au lieu de sa propre adresse. Pourquoi? Qui peut me dire c'est quoi le but d'utiliser une autre adresse? Pourquoi ne pas utiliser la vraie adresse? J'ai mon adresse IP, les autres ont leur adresse IP. Pourquoi j'utilise pas mon adresse IP? Pourquoi usurper une adresse? Pour intercepter les données, pour masquer l'identité. Oui, Dahmani, c'est pour masquer l'identité, masquer mon identité. Bessaï me dit intercepter les données. Je ne vois pas comment. Bon, c'est correct, mais vous n'avez pas expliqué. S'emparer d'une adresse IP pour se faire passer par une autre machine. Oui, par exemple, une possibilité pourquoi on usurpe une adresse IP? Donc, si vous revenez au cas des firewalls, donc le principe d'utilisation d'un firewall, il utilise une table. D'accord? Une table, donc il y a l'IP source, IP destination. D'accord? IP source, IP destination. Donc, il accepte le flux dans la source, c'est ça, et la destination, c'est ça. Donc, il accepte ça, il accepte la source, d'accord? Donc, il accepte cette adresse-là, par exemple. Il y a seulement cette règle, ou il y a deux règles là où il accepte cette adresse comme source et celle-là comme destination. Donc, ça veut dire si j'utilise une autre adresse, il peut ne pas l'accepter. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette adresse IP. Je vais utiliser cette adresse IP pour accéder. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, il y a une autre chose. C'est pour envoyer, c'est ce que votre camarade a dit, c'est pour masquer l'identité. Pourquoi masquer l'identité? Parce que je vais faire une attaque. Lors d'une attaque, je vais essayer de masquer ma propre identité. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, fausser les tables ARP. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est les tables ARP, parce qu'en réalité, je peux avoir la même adresse IP que vous, que quelqu'un de vous, par exemple. Je peux avoir la même adresse IP. D'accord? Parce que c'est une adresse... donc, en réalité... comment dirais-je? Donc, chacun de nous a une carte réseau. D'accord? L'adresse IP, elle n'est pas unique. C'est-à-dire, c'est pas un numéro unique
de votre PC, donc je peux connaître directement que c'est l'utilisateur X qui a envoyé. Mais l'adresse MAC, il y a une adresse MAC qui identifie chaque carte réseau. D'accord? Cette adresse MAC, donc c'est très difficile d'utiliser l'adresse MAC parce que imaginez que pour faire une recherche donnée dans le web, donc pour faire la recherche, c'est-à-dire je vais se connecter à Google par exemple pour m'envoyer la requête. Pour envoyer la requête, il faut qu'ils connaissent là où il faut envoyer. Donc je vais envoyer une requête à Google, il faut connaître mon adresse pour m'envoyer la réponse. Donc la réponse c'est quoi ici? C'est l'adresse IP, c'est pas mon adresse IP réelle, mais c'est l'adresse du routeur. Si c'est une entreprise, donnez, je sais pas ici un schéma, si c'est une entreprise où par exemple vous êtes généralement on utilise le Wi-Fi, c'est l'adresse ou bien c'est l'adresse du routeur de votre box si c'est local. Donc si vous êtes dans la maison, par exemple, vous êtes plusieurs qui utilisent la même ligne Wi-Fi, vous avez plusieurs adresses IP. D'accord? Donc, Google ne connaît pas chaque adresse, chacune de vos adresses, mais il connaît l'adresse du routeur, l'adresse de la box. D'accord? Pourquoi on n'utilise pas les adresses MAC? Parce que l'adresse MAC, c'est très difficile. Donc, c'est très difficile de s'adresser avec l'adresse qui est unique à chaque carte réseau. C'est pour ça qu'on a les tables ARP qui associent à chaque adresse MAC ou bien à chaque numéro MAC. MAC c'est quoi? C'est numéro de carte réseau. Il est unique. D'accord? Elle associe à chaque adresse MAC une adresse IP. Donc si un pirate, qu'est-ce qu'il peut faire un pirate? Il peut fausser les tables ARP. D'accord? Parce que lorsque vous envoyez une requête, vous êtes un client ici par exemple, client, vous envoyez, et votre adresse IP, bien sûr, vous pouvez changer l'adresse IP. D'accord? Vous pouvez changer l'adresse IP. Tandis que l'adresse MAC, vous ne pouvez pas changer. Donc ici, on a un client, on a un serveur, par exemple Google. Serveur. Donc si je prends un pirate ici, donc le client a sa propre adresse MAC. Sa propre adresse MAC. Le pirate aussi, il a son adresse MAC. D'accord, lorsque le client va envoyer une requête au serveur, une requête, donc il va envoyer avec une adresse IP, donc du routeur bien sûr, parce que le routeur peut avoir plusieurs adresses des clients. Donc c'est le routeur qui va router après, donc le serveur va envoyer au routeur qui va envoyer aux différentes adresses pour les clients, adresse IP. Donc il y a les tables sur le net, il y a les tables ARP qui correspondent, chaque adresse MAC correspond à une adresse IP. D'accord? Le pirate pourra fausser ces tables-là. Comment il pourra fausser les tables? Donc, le client va envoyer la requête au serveur. Le serveur va sauvegarder dans la table ARP. Donc, il y a des protocoles qui permettent de sauvegarder dans la table ARP l'adresse IP envoyée par le client. D'accord? Le pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer... il va intercepter le message du client et envoyer avec la même adresse IP, usurper l'adresse du client
Donc il peut usurper, parce que les paquets qui circulent, il y a l'adresse IP destination, la source et la destination. Donc, voilà une adresse source par exemple, c'est l'adresse source. Donc il peut juste modifier ici, mettre soit une adresse qui existe ou bien même si c'est une adresse qui n'existe pas. D'accord? Donc le serveur, donc celui-là va envoyer une requête. Donc le pirate va attendre un petit peu, un moment. Il va attendre un moment. Le serveur va modifier la table ARP. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il va modifier la table ARP, ça veut dire l'adresse MAC, cette adresse, il va lui correspondre l'adresse IP du client et non pas l'adresse du pirate. Donc c'est-à-dire que la table ARP, c'est une table ici, il a faussé la table ARP. Donc ça c'est pour vous montrer pourquoi ou bien pourquoi on fait du spoofing d'adresse IP. D'accord? Est-ce que j'ai des exemples ici? Bon, ça c'est pour le déni de service. Ça c'est autre chose. C'est autre chose, non. Non. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Donc, pour le spoofing. Spoofing, c'est-à-dire utiliser une adresse d'un autre utilisateur. Est-ce que c'est une attaque passive ou active? S'emparer une adresse IP pour se faire passer par une autre machine. Oui, je vais vous dire, oui, utiliser une autre adresse IP pour fausser les tables. Donc, il y a plusieurs raisons. Fausser les tables ARP. Généralement, pour cacher son identité, pour faire une attaque au nom des autres utilisateurs. On les appelle victimes. Aussi, on va voir pour créer une attaque DOS. On utilise un spoofing d'adresse IP pour faire une attaque DOS. Donc, je vais revenir sur ça. Vous allez me dire d'abord, est-ce que c'est passive ou active ici? Donc, sniping, on a dit passive. L'usurpation de IP spoofing, usurpation d'adresse IP. C'est-à-dire utiliser une adresse d'un autre utilisateur. Ou bien des fois, on utilise même une adresse IP qui n'existe pas. Donc aussi, parmi les buts, pourquoi utiliser une adresse IP, c'est pour passer par un firewall. Bien sûr, mais il faut connaître les règles autorisées par les firewalls pour pouvoir changer l'adresse IP. Donc ici, normalement, c'est pas une attaque, c'est pas une attaque active parce que c'est une attaque passive. C'est vrai, il y a une modification. Vous pouvez voir que c'est une modification. Je modifie Mais est-ce que l'utilisateur ou bien la victime, est-ce qu'elle va sentir la différence? Donc ici, elle va pas sentir la différence. D'accord? Est-ce que vous voyez ici? Donc, elle sent pas la différence. Donc, c'est aussi une attaque passive ici. Donc, le but ici, c'est de vous expliquer le but de cet exercice. Bon, c'est pour me dire est-ce que c'est passif ou actif, mais aussi c'est juste pour réviser les différentes attaques ici, parce que je crois que je n'ai pas bien expliqué encore les différentes attaques. Donc, attaque par inondation de messages. Donc, inondation de messages ou bien déni de service, c'est presque la même chose. Bon, c'est pas exactement la même chose. Déni de service, c'est-à-dire le service n'est plus, par exemple, le réseau n'est plus utilisé, le service n'est plus utilisé, soit c'est une imprimante ou autre chose, un fichier, une donnée, le serveur, déni de service. Attaque par inondation de messages, ça peut être un déni, le même déni, c'est le déni de service ou bien DOS, l'attaque DOS. D'accord.
Inondation de messages, ça peut être inonder une boîte aux lettres par un message, ça peut être juste une boîte aux lettres, d'accord? Ou là, un serveur de messagerie, ça revient ici. Donc, l'attaque déni de service, est-ce que c'est une attaque passive ou active d'abord? Puisque vous avez compris ce que c'est une attaque déni de service ou bien DOS, c'est mettre le service ou bien le serveur ou bien le réseau hors service, c'est-à-dire indisponible. Donc c'est une attaque qui est active parce qu'on sent la différence, on voit le comportement ici qui change, c'est-à-dire je pourrais pas y accéder, un utilisateur qui est autorisé ne pourra pas y accéder. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est une attaque active. Donc, comment se fait une attaque déni de service? Normalement, ici, vous connaissez ce que c'est vous avez déjà fait ça pour vous expliquer le déni de service. Comment? Généralement, on le fait, pas toujours. D'accord? Si je demande un service ou bien un client qui et c'est une connexion TCP, d'accord, qui se connecte à un serveur, soit un site web, c'est un site ou, d'accord. Ça se fait par le protocole TCP, d'accord. Normalement, vous avez fait ça en réseau. Donc, si vous n'avez pas fait ça, je vais expliquer brièvement. Donc, il y a en trois étapes. Ça se fait en trois étapes. Donc, le client va envoyer donc SYN. Ça, c'est une demande de connexion au serveur. C'est quoi? Le serveur va répondre par SYN et ACK. Et le client, il va accepter la connexion. Donc, pour que le serveur soit sûr que le client a demandé, par exemple, une recherche Google, par exemple, ou bien une vidéo sur YouTube. Donc, il va accepter, le client va accepter, et à ce moment-là, le serveur va envoyer, par exemple, la vidéo au client. D'accord? C'est quoi SYN et SYN ACK? C'est juste des flags à 0 ou à 1. Donc, lorsque le client va envoyer au serveur, donc il va envoyer le flag à 1, le flag SYN à 1. Donc, le serveur va répondre, ainsi de suite. Donc, si tous les utilisateurs se comportent bien, par exemple, ça c'est un site web. Donc, il y a plusieurs clients, plusieurs utilisateurs. Si les utilisateurs se comportent bien, donc le serveur ne devrait jamais être surchargé. D'accord? Tandis que si un pirate veut créer un déni de service, une attaque DOS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'adresse IP, il va créer un déni de service ou bien un DOS, d'accord, une attaque DOS en utilisant l'IP spoofing, c'est-à-dire le changement d'adresse IP dans le but de créer une attaque DOS. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, donc le pirate, il va utiliser l'adresse du client. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête. Ce n'est pas le client qui a envoyé la requête. D'accord? C'est l'attaquant qui va envoyer la requête. Donc, le serveur, il va envoyer syn.ack à l'adresse IP du client, puisque ce n'est pas le client qui a envoyé la requête. Donc, il ne va pas répondre par un ACK. D'accord? Donc, c'est le pirate qui a utilisé donc, il va ignorer. Il ne va pas répondre par un ACK. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Donc, il va être en attente toujours. Donc, la communication, elle est toujours en attente. À un moment donné, elle va être expirée et doit être supprimée. Après un moment donné. Mais l'attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut lancer plusieurs connexions frauduleuses jusqu'à ce que la table d'attente soit full, la table d'attente du serveur. Donc, il va utiliser plusieurs adresses IP ou bien la même. Pas vraiment la même parce que ça va être une seule attente.
Donc, il va utiliser plusieurs adresses IP. Donc, soit c'est des adresses qui existent ou c'est des adresses qui n'existent pas. Donc, il va envoyer. Donc, il n'y aura pas de réponse. Pourquoi? Parce que chez le vrai utilisateur, il n'a pas fait de demande. Donc, il ne va pas accepter. Il ne va pas renvoyer l'ACK. Donc, le serveur, il est toujours en attente. Donc, la table d'attente, elle est full. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va y arriver? Lorsque les clients réels qui demandent ou là, qui envoient de nouveaux signes, elle ne va pas les répondre. Elle ne va pas envoyer SYN ACK parce qu'elle est toujours en attente. Sa table, elle est pleine. Elle est full. D'accord? Vous avez compris comment l'attaque DOS, une des méthodes pour faire une attaque DOS, c'est ça. D'accord? C'est envoyer une requête, plusieurs requêtes au serveur en utilisant des adresses IP usurpées. Soit c'est des adresses qui n'existent pas ou c'est des clients qui ne vont pas répondre parce qu'ils n'ont pas demandé le service. Donc, la table du serveur va être pleine. Donc, lorsque le client autorisé ou bien le client réel demande, elle ne va pas lui répondre parce qu'elle est toujours en attente. D'accord. Donc, elle refuse le service aux utilisateurs puisque les ressources ils sont épuisées. Donc ça, c'est l'attaque DOS. Donc, il y a une attaque DOS, juste pour vous faire la différence. Il y a une attaque DDoS. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, attaque DOS, c'est une attaque contre une victime. Un serveur, c'est un client vers un victime. Attaque DDoS, c'est plusieurs utilisateurs. Donc, ça peut être des bots, c'est-à-dire des utilisateurs à l'insu des utilisateurs qui sont contrôlés par un maître, un attaquant, qui vont faire une attaque vers la même cible, vers le même serveur, par exemple. Donc, ça, c'est DDoS, c'est-à-dire distribué, attaque DOS distribuée. Donc, c'est plusieurs machines. Donc, je crois que j'ai ici une... Oui. Donc, DOS, c'est une machine contre une victime. Et DDoS, c'est plusieurs machines. Ça peut être des bots, donc des machines zombies contrôlées par un pirate, contre un seul pirate. Donc, dans ce cas-là, ça va être une attaque qui peut me dire ici, on a répondu sur l'attaque. Donc, qu'est-ce qui reste pour les attaques? Exercice 2. Donc, il reste le web spoofing. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le web spoofing? Donc, déni de service est actif. Le web spoofing. Bon, ici, généralement, les attaques actives, j'ai donné plusieurs exemples sur passive sniping, IP spoofing. Généralement, plusieurs attaques sont actives. D'accord? Mais moi, ici, j'ai donné des exemples d'attaques passives. C'est des attaques qui sont difficiles à détecter parce qu'il n'y a pas de changement de comportement. Si je vous dis, par exemple, virus ou bien les malwares, virus vert, cheval de Troie, donc c'est des virus, de type de virus. Donc c'est des attaques qui sont actives parce qu'il y a un changement de comportement. D'accord? Je n'ai pas mis l'exemple ici des virus. Donc, je reviens au web spoofing. C'est quoi le web spoofing? Et est-ce que c'est actif ou passif? Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça. Web spoofing. C'est le phishing aussi. Ça peut être création d'un site web imitant un autre site. C'est exactement ça, oui. Votre camarade définit. Donc, c'est création d'un site web qui imite un autre site fiable pour but de tromper une personne et avoir des informations sensibles. C'est exactement ça. Donc, le web spoofing, c'est quoi? C'est créer un site qui ressemble exactement à un site que les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser. Exactement.
Donc, ce site web qui ressemble aussi, par exemple, je vous donne l'exemple Jumia, par exemple, d'habitude. Bon, Jumia, c'est pas un exemple parce que il fait pas des transactions bancaires. Mais bon, j'ai ici des exemples réels, Amazon et tout, parce que les transferts bancaires, les transferts ou les informations, par exemple, numéro de carte de crédit, les numéros de... Donc, on peut euh, les utiliser, d'accord? Même si c'est un compte, juste un compte et un mot de passe, c'est une information sensible que un pirate voudra l'intercepter, d'accord? Donc il va utiliser même par exemple LinkedIn. Il y a des exemples là où on a fait un web spoofing pour LinkedIn. Donc comment ça se fait déjà? Donc il va envoyer un mail à un utilisateur qui a l'habitude d'utiliser, d'habitude, on ne sait pas est-ce qu'il a l'habitude, mais par exemple le LinkedIn, le Amazon, il est vraiment utilisé. Donc on va envoyer à plusieurs utilisateurs un mail disant par exemple que il y a une mise à jour ou bien il y a une promo. Donc on va dire quelque chose en email et lui donner un lien. Il va cliquer sur le lien. Le fait de cliquer sur le lien, il va l'amener vers le site qui ressemble au site original, au site... il va ressembler au site Amazon par exemple. D'accord? Donc, et dans le site, on va lui demander le mot de passe, les informations sensibles. Si le client va taper les informations sensibles, alors que le pirate pourra les prendre facilement parce que le site web, il est hébergé sur son serveur, son PC. D'accord? Donc, je peux vous montrer ici des exemples de mails, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple de mail envoyé à un utilisateur Amazon. D'accord? Vous pouvez remarquer qu'ici, c'est pas vraiment Amazon, mais il y en a utilisé Amazon Canada.ca. C'est pas un email de Amazon. Donc, on a enlevé le A. Donc, ça, c'est un mail qui a été utilisé, regardez, pour confirmer votre identité. Donc, we have sent you an email because... Donc, on va vous dire ici quelque chose pour soit confirmer l'identité. Donc, vous cliquez sur le lien. Ce lien-là va vous amener vers le site qui n'est pas légal. D'accord? Vous pouvez voir ici les sites. Un exemple, Amazon. On vous demande ici dans ce site-là. Donc ça, c'est un site spoofing. Spoofé, c'est pas le vrai site. Donc on vous demande votre adresse email, votre mot de passe. Par exemple, ici aussi, c'est un autre exemple. On vous demande votre email et votre mot de passe, votre compte Amazon et votre mot de passe. D'accord? Regardez, si vous remarquez ici, mais généralement les utilisateurs, même, il faut avoir comment dirais-je, lorsque vous tapez des informations secrètes, il faut vérifier. D'habitude, vous vérifiez pas. Regardez, vous allez vérifier l'URL. D'habitude, vous vérifiez pas. Même si c'est, regardez, HTTPS et tout, mais ici, Amazon, il y a 2 N. D'accord? C'est pas le vrai site. Donc, c'est un site spoofé. Alors qu'il vous demande comment cette page vous apparaît, parce que généralement, vous recevez un mail là où vous allez cliquer, il va vous ramener sur ce site qui est spoofé. Donc, un autre exemple là où Amazon avec un X. La première fois, on a mis N. Ici, c'est X. Donc, il y a des exemples avec PayPal aussi. Regardez ici. Donc, ça, c'est le vrai site. Là où lorsqu'on vous demande les informations, regardez, il y a le cadenas. Donc, ça, c'est le vrai site. Donc, il faut vérifier. Donc, il faut vérifier ces petites choses-là. Bon. Ici, dans le site spoofé, il y a le cadenas ici.
même l'adresse IP. Donc, vous pouvez vérifier. D'accord. Donc, ça, c'est pour les adresses, pour le web spoofing. Donc, je vous ai montré quelques exemples. Donc, le web spoofing, c'est est-ce que c'est passif ou actif? Je termine par ce point-là. Je crois que c'est tardé pour le TV. Ça peut être création d'un passif. Donc oui, c'est une attaque aussi. J'ai pas compris. Discord, c'est des outils, oui. Ben, je connais pas tous les outils. Vous trouvez plusieurs sur Internet. D'accord. Comme dit votre camarade, c'est une attaque aussi passive. D'accord. Passive. C'est la même chose que l'ISO. C'est l'hameçonnage, c'est le phishing. Le web spoofing, c'est le phishing. D'accord. J'ai oublié de donner l'autre nom parce que sur Internet, vous allez retrouver les mots, c'est vrai. D'habitude, c'est le phishing ou bien l'hameçonnage. C'est exactement ça. D'accord. Donc, je vais m'arrêter là.